bienvenue à ce deuxième atelier organisé par Bouygues Telecom pour le World Impact Summit. Aujourd'hui, on va aborder l'atelier en deux thématiques. Donc d'abord, mesdames, avec des sujets d'éco-conception et de construction ou de boutiques ou de matériel. Et puis après, on enchaînera avec Jérôme et Alan qui parleront adaptation au climat. On va commencer tout de suite avec Siam qui est avec nous. Est-ce qu'en deux mots, tu peux te présenter peut-être ? Alors bonjour à tous, Siam Serrat, je suis responsable du pôle projet transverse côté boutique et je suis également référente RSE pour ce réseau de boutiques. Alors, rentrons directement dans le sujet. Pourquoi la performance énergétique est un enjeu clé dans les boutiques ? Alors, juste pour donner quelques éléments de contexte, donc Bouygues Telecom dispose de 500 boutiques réparties sur toute la France et nous déployons un concept d'aménagement qui s'appelle Be Welcome Evolution et présent à date sur un tiers du parc avec l'ambition de pouvoir le déployer sur l'ensemble de nos boutiques. Juste dans la réflexion autour de ce concept d'aménagement, on a également intégré une brique autour des enjeux environnementaux parce que la RSE fait partie intégrante de notre stratégie au global. Alors pour répondre à ta question, donc le réseau de boutiques, c'est un terrain d'expression et d'expérimentation et d'action qui est formidable sur tous ces enjeux et notamment sur le sujet des changements climatiques. Pourquoi ? Puisque nos boutiques en fait sont ouvertes toute l'année, ce sont des lieux qui sont très fréquentés, ancrés localement, puisqu'on est sur toute la France, et donc directement exposés aux évolutions climatiques. Et justement, ces évolutions climatiques, elles ont déjà des impacts très concrets au sein de l'exploitation des boutiques, puisqu'en fait, on a des canicules plus fréquentes, des vagues de froid, des événements météo plus intenses et des tensions croissantes sur certaines ressources comme l'énergie. Et donc, on a trois enjeux majeurs, donc à la fois le confort de nos clients et de nos collaborateurs, la maîtrise de nos consommations énergétiques, mais également la continuité d'activité. Sur les actions concrètes, là on parle de choses un peu globales. Concrètement, est-ce que tu peux nous donner des exemples ? Absolument. Alors, de manière très concrète, en fait, l'un des enjeux qu'on a au niveau de la performance énergétique, c'est de pouvoir limiter la déperdition énergétique au sein de nos boutiques. Donc on échange globalement très souvent avec nos bailleurs de manière à pouvoir avoir des locaux qui soient mieux isolés. Et dans le cadre de nos travaux de rénovation, on regarde systématiquement nos façades de manière à pouvoir essayer de réduire la largeur d'entrée de nos boutiques, notamment situées en centre commercial, afin de préserver la chaleur ou la fraîcheur au sein de nos boutiques. Donc ça, c'est la partie extérieure. Au niveau de l'intérieur, donc au-delà de la laine de roche qu'on installe, on a également des plafonds qui sont acoustiques, mais avec des performances thermiques, pour justement venir renforcer cette efficacité énergétique. Donc, ce sont juste quelques exemples qui justement illustrent les chantiers qu'on mène dans le cadre de cette performance énergétique. Pilotage, il y a un pilotage de quelque chose, enfin vous pilotez comment ? Exactement. Alors en fait, donc, il y a la partie isolation, il y a également une partie pilotage, puisqu'en fait l'idée c'est de pouvoir mieux piloter et mieux utiliser nos équipements. D'ailleurs sur la partie équipement, on mène un chantier de remplacement des climatisations obsolètes, de manière à pouvoir installer des équipements qui soient plus efficaces, plus performants et qui consomment moins. Sur la partie pilotage, on réalise quelques pilotes justement de GTC, donc de gestion technique centralisée, de manière à pouvoir mieux comprendre, mieux suivre nos consommations énergétiques et pouvoir ajuster ensuite nos plans d'action. Merci beaucoup Siam. Clara, même question, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, donc enchantée, Clara Pratelli, chef de projet RSE aussi au réseau Club Bouygues Telecom. Alors, on va continuer sur les boutiques. Au-delà de l'énergie, comment les points de vente ont-ils été repensés pour améliorer la durée de vie des équipements ? Alors oui, donc Siam l'a très bien dit, on travaille sur beaucoup de chantiers et notamment sur l'amélioration de l'ensemble du cycle de vie de tous nos équipements et surtout de nos équipements informatiques. En fait, on a donc un parc de 500 boutiques, il faut imaginer à peu près 60 équipements informatiques par boutique, ce qui fait qu'on gère un parc d'équipements informatiques de 30 000 équipements. Donc déjà, on a travaillé sur la réduction du volume de ce parc pour pouvoir mieux maîtriser en fait ses ressources. Et donc ça nous a permis en un an de réduire de 2,5% le volume total de ce parc. Et sur certains types d'équipements, comme des écrans de PC, on vise une réduction de plus de 50%. Ensuite, on vient favoriser la réparation et notamment l'intégration de matériel reconditionné.
Par exemple, sur un projet de remplacement majeur en 2025, plus de la moitié de nos achats étaient du reconditionné. Et en plus de tout ça, on vient mener des campagnes de prévention et de sensibilisation auprès des collaborateurs et surtout de la maintenance à distance qui est très efficace et qui nous a permis de réduire de 10% en un an notre taux de panne. Donc c'est quand même assez significatif. Très bien. Avec ces enjeux d'adaptation, d'économie circulaire, qu'est-ce que concrètement vous avez expérimenté en boutique ? Oui, alors du coup, comme le disait Siam, en fait, avoir un réseau de boutiques, c'est fascinant parce que ça nous permet d'innover, d'expérimenter. Et nous, on a beaucoup travaillé sur la circularité de notre mobilier. En fait, donc déjà, on va capitaliser sur l'existant dans une démarche de sobriété. Donc, on vient conserver une partie de l'enveloppe de la boutique, donc une partie du carrelage, du schéma électrique, des tiroirs, etc. Et après, donc le mobilier existant, on le récupère, on le répare suivant l'état, on le réintègre donc dans notre stock et après il va venir être réutilisé sur l'ensemble de notre réseau boutique dans toute la France. Ensuite, on est venu concevoir du mobilier neuf, évidemment. Et dans ce cas-là, on a aussi une réflexion sur l'utilisation des matériaux. Donc aujourd'hui, nos boutiques, elles sont composées à 96% de bois. Donc de bois qui est labellisé FFC, qui est issu de forêts françaises et de métal. Et l'ensemble de notre production, elle est européenne. Donc ça nous permet d'avoir une meilleure traçabilité et de prévenir aussi nos risques d'approvisionnement. Et ensuite, on a travaillé sur la modularité et l'accessibilité de ce mobilier-là. Donc en fait, il faut imaginer un petit peu, ça fonctionne comme des Lego. Donc ce mobilier, il est démontable, réparable. Et donc, par exemple, quand on a une partie du mobilier qui est cassée, donc un tiroir de caisse, on ne va pas changer l'ensemble du meuble. Ce qui peut paraître un petit peu évident, mais qui n'est pas du tout une pratique systématique dans le secteur. On va venir juste démonter la porte ou le tiroir et le remplacer. Donc ça nous permet de maîtriser aussi beaucoup plus ces réparations-là. Et en plus de tout ça, en fait, on favorise donc l'accessibilité des collaborateurs pour faire ces opérations de maintenance. Et pour finir, on travaille aussi sur tout ce qui va être gestion de la fin de vie. Donc que ce soit du mobilier ou des équipements informatiques. En fait, on a des partenariats avec des entreprises spécialisées dans le reconditionnement ou le recyclage. Et on organise aussi des campagnes de dons avec des associations. Et là, j'en profite, s'il y a des partenaires potentiels dans la salle, on a parfois du mal à nouer ce genre de partenariat et organiser ce genre de campagne. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et peut-être que je terminerai juste par finir par... en fait, ces changements, ils sont essentiels. On peut le vivre comme une contrainte, mais nous, on ne le voit pas du tout comme ça. En fait, ça participe en plus à notre adaptation, à nos objectifs globaux. En fait, on a des objectifs d'amélioration du confort pour les collaborateurs, l'expérience client, et surtout... ça crée un sentiment un petit peu d'appartenance, de fierté aussi pour nos équipes de participer à de tels projets et de travailler pour une entreprise comme Bouygues Telecom. Merci mesdames, merci beaucoup. Merci. On va passer avec Youn, on va parler marketing. Youn, est-ce qu'en 2 mots, tu peux peut-être te présenter ? Oui, bien sûr. Bonjour, donc Youn Nguyen, je suis responsable produit des équipements télé et référente RSE aussi pour notre grande direction des produits grand public. Et sur les offres qu'on appelle les offres fixes. Donc la démarche d'éco-conception, en fait, elle est née comment en fait chez Bouygues Telecom ? Elle part d'un constat, c'est que le numérique est nécessaire, il apporte du progrès, mais il a aussi un impact important donc sur l'environnement et on en a pris conscience avec déjà les premiers chiffres dès 2022. Donc on sait que c'est 4% de l'impact sur l'empreinte carbone au niveau de la France. Et ça, c'est pour les usages de biens et des services de consommation numérique. Donc, si on ne fait rien, en fait, le constat, c'est qu'en 2040, cet impact allait atteindre 6,7%. C'est l'équivalent d'une activité et transport des poids lourds à notre
échelle nationale. Donc on a réagi et bien avant donc 2022, on a pris une décision qui est d'agir donc sur nos équipements et nos produits au sein de Bouygues Télécom et en se basant donc sur l'éco-conception et en travaillant en lien avec la stratégie donc RSE. Donc c'est une stratégie qui est claire, hein. On est sur de la réduction carbone de nos produits et on doit toutefois garder donc l'optique d'allier donc performance et technologie pour maintenir bien sûr la concurrence et la compétitivité. Alors, justement, tu viens de dire ça. Comment est-ce qu'on allie du coup l'éco-conception et l'innovation? Est-ce que c'est un frein? Est-ce que ça va ensemble? Non, au contraire. On est parti de ce constat. Au contraire, c'est stimulant. On arrive aujourd'hui à ne pas gérer l'éco-conception comme une option, hein. C'est vraiment intégré et réfléchi en amont de la conception de nos produits. Et on arrive donc à atteindre des objectifs pour livrer donc de nouveaux produits qui allient à la fois performance en termes de débit. On a 2 produits qui ont été lancés au mois de janvier avec la B-Box 5G qui est ultra rapide, qui est en Wi-Fi 7 et qui est éco-conçu avec la certification donc Green Product Mark de TÜV Rheinland et un nouveau décodeur qui est aussi ultra performant. Celui-ci? Tout à fait, c'est notre décodeur BTV qui est en plus boosté à l'IA. Ça veut dire qu'il a aussi les composants technologiques de dernière génération, l'algorithme qui permet donc d'optimiser l'expérience télé du client. Et juste un petit mot sur la télécommande. La télécommande, on a une grosse opération dessus. Elle est faite comment? Elle est conçue où? Alors tout à fait. Donc la télécommande, on a pris le parti que ce soit une télécommande fabriquée donc en Autriche et reconditionnée donc en France. Et elle a la particularité, et c'est tout le travail d'éco-conception et d'innovation chez Bouygues Télécom. Elle est donc recyclée. On récupère le plastique des coques que l'on réutilise pour fabriquer de nouvelles coques pour de nouvelles télécommandes. Donc c'est vraiment le principe d'économie circulaire qu'on a lancé dès 2023 et généralisé sur toutes nos télécommandes. Et on a donc aussi arrêté d'expédier cette télécommande qui partait d'Autriche en Asie et repartait en Europe. Aujourd'hui, c'est une démarche complètement européenne. Elle est donc dans un circuit qui reste européen. Donc on a limité l'empreinte carbone des transports. Et la démarche nous permet de réduire de 30% l'empreinte carbone de cette télécommande. Associé donc à ce nouveau décodeur, on est sur un résultat plus que satisfaisant. On est à moins 30% et plus sur cette nouvelle box et sa télécommande. Et en plus, on est certifié aussi par TÜV Rheinland avec le label donc, de Green Product Mark, qui est un des plus hauts niveaux d'éco-conception. Alors, je note aussi une nouveauté, c'est qu'avant, on avait des grandes boîtes avec plein de vide, on avait des petits appareils au milieu. Là, on a une boîte qui me semble un peu plus proportionnée. Oui. Est-ce que c'était une volonté ou c'est... Alors, tout à fait. En fait, ça s'inscrit dans la démarche d'éco-conception. En fait, l'éco-conception, nous, on le pense dès la conception du produit. Elle est réfléchie et co-construite avec nos partenaires. Et sur le packaging, on est sur du zéro plastique. On rationalise complètement l'emballage. Même pas de petits sachets de plastique et tout? Non, zéro plastique. Je peux vous laisser vérifier. Les lanières sont faites avec du papier recyclé et recyclable. Les encres sont avec des encres végétales. On n'utilise pas du tout d'huile ni de vernis. Et on a complètement optimisé l'emballage pour permettre ce qu'on appelle la palettisation. Ça veut dire que lors du transport, on arrive à transporter plus d'équipements et gagner effectivement en réduction carbone sur la logistique. Donc c'est des démarches qui sont pour Bouygues Télécom donc inscrites depuis avant même 2022. On réfléchit donc aussi au sein de l'entreprise. Ce sont des travaux avec les collaborateurs donc en co-construction avec la direction des achats, avec la direction RSE, les équipes techniques et bien sûr le marketing. Et on s'assure en fait que la technologie en fait s'allie parfaitement avec notre stratégie RSE.
RSE. Hein. On est sur des objectifs de décarbonation d'ici 2027 pour réduire donc, sur notre scope 3 pour une réduction carbone de plus de 17%. Et on est parfaitement aligné. Ça fait depuis 2022, on a quasiment 5 ans de produits éco-conçus. Et aujourd'hui, on peut même commencer à communiquer sur le fait que 100% de nos produits nos nouveaux produits Bouygues Telecom sont pleinement éco-conçus. Voilà. Merci beaucoup. Tu veux dire quelque chose pour conclure? Tu avais une petite phrase pour conclure qui était intéressante. C'était quoi? Qui te plaît? Oui. Qui te plaît beaucoup. Oui, qui me plaît aussi beaucoup. Donc, en fait, quelque part, l'éco-conception, nous, tel qu'on l'a approché chez Bouygues Telecom, avant les années 2022, on était dans un mode explorateur. On considère aujourd'hui que c'est pas une option, c'est vraiment un engagement de notre stratégie RSE et on garde comme optique notre trajectoire SBTI pour atteindre cette décarbonation. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Je vais vous demander de vous asseoir dans la salle et on va passer la parole à ces messieurs pour continuer l'atelier. Messieurs, bonjour. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter avant que je vous pose quelques questions? Jérôme, tu commences? Donc Jérôme Gorgeon, je suis responsable environnement climat pour le compte du réseau Bouygues Telecom. Alan? Et Alan Bragado, directeur technique de Regeneo. On reviendra vers Regeneo juste après. Jérôme, on commence avec toi. Ça fait longtemps qu'on parle de tous ces sujets d'adaptation au climat, de ressources, de RSE. Quel retour d'expérience aujourd'hui concernant les impacts des aléas climatiques sur notre réseau? Alors donc déjà au niveau des aléas en tant que tels, évidemment ils sont de plus en plus intenses, plus fréquents, mais pas du tout homogènes. C'est-à-dire que nous on classifie des aléas, autant donc les aléas de type tempête, inondation, on se retrouve vraiment avec des impacts assez forts, peu anticipables et de manière hétérogène. Autant sur donc on a tous en tête la tempête Ciaran, tempête Goretti en début d'année. Autant sur les aléas type chaleur, on se retrouve là avec des impacts beaucoup plus mesurés, beaucoup plus réduits, localisés. En tout cas aujourd'hui, par contre, on voit une tendance dans le temps en fait, et donc c'est des signaux faibles qu'on doit prendre en compte dès maintenant, quoi. Donc du coup sur la partie réseau en tant que telle, comment est-ce qu'on s'adapte à ça? Quelles sont les actions en fait par rapport à tous ces sujets-là? Déjà, le réseau, on a un réseau robuste dans le sens où en fait, on a de la redondance en fait, à tous les niveaux, que ce soit au niveau du cœur du réseau, c'est-à-dire tous les sites qui hébergent les applicatifs telco, services, etc. La redondance au niveau transport, donc on a une architecture en boucle, on a des sites justement on a des projets de sécurisation des flux de transport, etc. Et de la redondance au niveau radio, puisqu'on a un réseau extrêmement dense qui fait qu'on a du recouvrement de couverture. Et donc quand on perd un site, généralement c'est repris par les autres. Donc ça c'est le constat au niveau du réseau et on a aussi tout un applicatif lié à des procédures en cas d'incident. Où justement en fait on a toute une logique de pouvoir anticiper le plus possible donc avec un lien avec la météo et de pouvoir ensuite décliner toutes les opérations pour pouvoir traiter l'incident. Donc ça c'est le premier point au niveau du réseau. Après derrière, si on parle de vulnérabilité, on a un point qui ressort dans les différents aléas avec impact, c'est que en gros 99% de nos pannes liées à la météo, en fait, sont liées à une perte d'alimentation énergétique. C'est le principal problème aujourd'hui. Et donc par rapport à ça, on a il y a deux grosses actions. Sur le court terme aujourd'hui, on a un vrai travail avec Enedis sur le réactif. C'est-à-dire quand ça arrive, il faut qu'on soit le plus réactif, il faut qu'Enedis soit le plus réactif possible pour pouvoir rendre le service. Juste là-dessus, l'énergie c'est quand même vital pour notre réseau. Donc si on n'a pas d'énergie, si le réseau est par terre. Voilà. Alors, donc en fait autant sur une typologie de site, donc on a aussi de la redondance énergétique avec des batteries, des groupes électrogènes sur les gros sites stratégiques. Autant c'est effectivement plus complexe en fait au niveau mobile. Et donc par rapport à ça, il y
il y a un vrai sujet justement de fluidité en fait avec les équipes donc Enedis. Donc il y a un vrai binôme Enedis et opérateur, à la fois en centrale, mais aussi fortement en fait donc au niveau local. C'est essentiel pour être le plus réactif possible, pour qu'Enedis puisse mettre ses GE le plus rapidement possible sur les points stratégiques. Et nous-mêmes, donc on peut en fait apporter des solutions mobiles comme ça. Ensuite, il y a sur le plus long terme, Enedis a donc engagé un gros plan d'adaptation avec des gros investissements en fait sur le long terme par rapport à leurs zones vulnérables, soit des zones aériennes en cas de tempête, soit des zones avec un réseau qui est en souterrain, mais qui est en vulnérabilité par rapport à la chaleur. Donc il y a tout un plan d'adaptation par rapport à ça. Et ensuite, au niveau du réseau, je reviens sur les signaux faibles liés justement aux augmentations de chaleur. Pareil, si on fait un petit rétex, un petit retour d'expérience par rapport à cet été, où donc il y a eu une canicule quand même, on se retrouve en fait avec des points très localisés. On peut avoir une perte de climatisation sur un data center, où là on a aussi en fait identifié une petite catégorie de sites qui sont qui nécessitent un flux d'air plus important, parce que c'est des sites qui sont avec des pylônes radomés, ce qu'on appelle des pylônes radomés, donc qui chauffent plus que d'autres sites. Donc c'est une petite partie du terrain de jeu, mais malgré tout, on voit que là c'est plus vulnérable, plus sensible à l'augmentation de chaleur. Donc il faut qu'on travaille sur ces sujets-là pour améliorer cette circulation. Et enfin, sur le plus long terme, donc on travaille sur de l'analyse. Donc on a fait déjà une grosse analyse avec un cabinet qui permet de projeter l'évolution des différents scénarios, avec du GIEC, un pessimiste, optimiste, et donc les impacts sur notre réseau en fonction du type d'aléa. Et là, tout l'objectif qu'on a, c'est vraiment de travailler, de jouer avec ces paramètres-là, d'améliorer, de rajouter donc des paramètres de notre réseau pour pouvoir vraiment cibler de manière plus fine, là où on va avoir un plan d'action plus fort sur les années à venir, quoi. Merci. Là, on a parlé climat. Est-ce qu'on peut parler ressources? C'est quoi notre stratégie sur les ressources au réseau? Alors, côté ressources, il y a plusieurs points. Déjà, sur le fait de diminuer notre impact sur les ressources, on s'appuie évidemment sur les 4 R, le fait de réduire, de réutiliser, de réparer et de recycler. Sur le fait de réduire, on en parlait tout à l'heure, il y a la partie réduction par rapport à notre consommation énergétique. Donc on travaille avec la direction technique, on met en place des fonctionnalités qui permettent de réduire la consommation sur nos sites. Et ensuite, sur la partie déploiement, là, on travaille, je vais donner un exemple, sur la réduction des fondations sous pylônes, donc ce qu'on appelle les massifs. On a pu réduire, en travaillant donc, ces solutions-là, d'une vingtaine de pourcents en fait, l'utilisation du béton sur ces massifs-là. Après, tout ça, en fait, on arrive sur une notion d'éco-conception, et donc on a aussi une éco-conception des services du numérique, où là c'est pareil, on adapte en fait les flux vidéo par rapport à l'écran qui est utilisé derrière pour réduire donc la consommation énergétique là-dessus. Donc ça c'est la partie donc de réduction. Ensuite, sur la partie réparation, de réutilisation, en fait, on a tout un circuit de reuse avec un logisticien. Donc, on travaille une liste d'équipements qu'on peut réutiliser avec la direction technique, donc le plus longtemps possible. Donc, il y a tout un flux en fait logistique qui permet de gérer ça. Et pour aller encore plus loin, donc on a dû réutiliser 100 000 équipements en fait en 2025 par exemple. Et pour aller encore plus loin, on a créé un binôme avec le logisticien, avec un réparateur, pour justement récupérer a priori les équipements qui n'étaient pas réutilisables, de voir quel moyen on pouvait donc les réparer. Et là, pareil, on augmente de 20% en gros notre flux. Donc ça c'est la partie réutilisation. Et réparation, et donc ensuite toute la partie recyclage qui est poussée au maximum. Et pour finir, il y avait 2 points. Donc il y en a un autre, c'est lié à notre vulnérabilité par rapport aux ressources. Donc là, ce qu'on est en train de travailler, c'est de faire toute une cartographie des ressources qui sont utilisées sur le réseau. Alors en gros, c'est le béton, l'eau, le plastique, du cuivre évidemment, des métaux critiques. Donc de travailler vraiment cette cartographie sur l'utilisation directe de ces ressources-là. Et petit à petit, donc ça va prendre du temps, et petit à petit de remonter sur toute la chaîne de valeur et de comparer ça, de croiser ça avec la criticité de toutes ces ressources-là et avoir un plan justement d'action par rapport à ces ressources qui peuvent être critiques. Je prends un exemple, c'est celle du cuivre. On sait qu'on a des échéances critiques par rapport à cette matière-là. Et le dernier point, c'est sur la biodiversité.
Donc là, donc même si ce n'est pas ressorti dans le cas de la matrice de double matérialité, mais on travaille vraiment sur ce sujet-là, à la fois en amont de la chaîne de valeur et en fait au local. En local, dans le cas du déploiement de site, on est en train de faire un pilote là pour voir en partenariat avec WWF, et puis on travaille avec un écologue pour voir justement quel est l'impact de nos déploiements donc au niveau local sur la biodiversité, et de trouver donc des leviers d'amélioration pour diminuer cet impact-là, et même pour aller encore plus loin. Et là, je vais passer le relais après à Alan. C'est qu'en fait, le but, et si on mixe ce côté résilience avec la biodiversité, c'est de travailler justement sur une résilience collective avec les collectivités, avec les acteurs locaux, pour voir de quelle manière justement on peut collectivement avoir une amélioration et une contribution même sur la biodiversité. Merci Jérôme. On va passer avec Alan parce que malheureusement on est timé et qu'on doit faire un peu vite. Alan, 2 mots sur Regenéo. Qu'est-ce que c'est Regenéo ? Ouais. Le mot contribution fait sens par rapport à ce qu'on propose. On est un bureau de conseil qui définit et déploie les stratégies de contribution climat et biodiversité des entreprises. Donc en fait, ça permet d'adresser ce pilier de contribution d'une stratégie RSE dans le cadre d'ambition net zéro par exemple, et via le financement de solutions fondées sur la nature, où on a mené une due diligence pour qu'elle soit intègre et non attaquable. Et ça, derrière, ça permet de répondre à des exigences qui peuvent être réglementaires via des data points CSRD par exemple, ou des exigences volontaires via des ambitions SBTI et une validation scientifique en fait de sa stratégie de décarbonation. Donc le mot contribution est assez clé. L'idée, c'est de faire moins mal avec toutes les solutions d'éco-conception, de réduction que vous avez pu citer, de faire mieux avec cette stratégie de contribution. En parallèle, c'est complètement complémentaire. L'idée, c'est vraiment d'avoir un équilibre entre nos impacts planétaires et la capacité à les absorber. Et c'est là où on peut parler aussi de neutralité à l'échelle territoriale. Et donc, voilà, pas de substitution, des démarches complémentaires, additionnelles, nécessaires, mais pour éviter tout risque de greenwashing, de compensation au droit à polluer. L'idée, c'est vraiment de décorréler ces 2 piliers-là. Écoute, c'est bien. Concrètement, là, tu es avec Bouygues Télécom. Ouais. Comment est-ce que nous, on pourrait utiliser Regenéo ? Ouais. Alors déjà, on accompagne les entreprises dans le cadre de leur stratégie RSE pour définir sur le moyen long terme cette stratégie de contribution climat. Donc c'est déjà des travaux qui sont en cours. Mais pas que. Regenéo peut être aussi un atout en fait, de différenciation, un atout business, un atout concernant vos activités, en fait, pour proposer cette contribution ultra locale et pour avoir un impact positif sur les territoires. Je mets un pylône dans un territoire. Qu'est-ce que tu proposes ? Un pylône, une antenne réseau égale un écosystème naturel restauré à 10, 20, 30 km en fait, autour de ce pylône-là, pour avoir cet ancrage local et pour se dire qu'on a cet impact positif qui a plusieurs valeurs, plusieurs bénéfices. Une valeur forcément en fait, commerciale aussi, de différenciation par rapport à vos activités. Une valeur environnementale, on va aller toucher en fait, via ces solutions sur la nature des sujets climat, des sujets biodiversité, des sujets de résilience et d'adaptation aussi au changement climatique. Et une valeur aussi territoriale en favorisant votre ancrage local et en favorisant l'appropriation en fait, de vos projets, de vos antennes, de vos pylônes, auprès de vos parties prenantes. D'acceptabilité auprès des collectivités, auprès de vos parties prenantes, complètement. Alors, est-ce que nous, Bouygues Télécom, on a déjà utilisé aujourd'hui Regenéo ? Il y a une branche de Bouygues Télécom qui a déjà utilisé Regenéo complètement, Bouygues Télécom Business, qui a monté une offre en fait, de flotte mobile vertueuse, B2B à destination des professionnels, en fait, avec plusieurs axes, donc des axes ressources, avec des appareils reconditionnés, avec l'allongement des contrats de location aussi des mobiles, avec l'accès à un éco-portail pour piloter sa consommation data, et du coup avec cet axe de contribution aussi, en fait, qui a permis de financer un projet d'agriculture régénérative de plus de 130 hectares en Normandie, qui est certifié par un label d'État qui s'appelle le label bas carbone et qui va suivre le projet, déposer la méthodologie, faire les audits nécessaires pour prouver qu'en fait l'ingénierie terrain sera vraiment sur place. Et donc l'idée c'était d'avoir du coup ce projet le plus local possible. Et pour donner des exemples concrets de ce qu'a pu faire l'agriculteur sur site, parce que c'est bien beau de parler de contribution,
Il a notamment mis en place en fait, un couvert intermédiaire entre 2 cultures, ce qui a permis de régénérer les sols, d'être un recueil à la biodiversité et d'améliorer en fait, la capacité d'infiltration de l'eau à la parcelle aussi. Donc tous ces co-bénéfices-là sont associés à ce type de projets qui sont concrets, palpables et sur nos territoires, donc en complément de notre stratégie RSE ou en complément des activités que vous pouvez proposer. Merci beaucoup messieurs, je vais malheureusement devoir mettre fin à l'atelier. Le point levé. J'espère que ces 2 ateliers vous auront plu. L'idée c'était de vous montrer que chez Bouygues Télécom, on n'est pas dans de la projection d'action ou de concept, on est dans le concret et que tous les collaborateurs qui sont passés sur ces plateaux ont démontré par des actions extrêmement spécifiques dans leur métier qu'on est tous acteurs de ça. Et j'en suis très content et très fier d'avoir animé ces ateliers avec eux. Et peut-être l'année prochaine du coup. Peut-être.